Lyonnais ou pas, the place to be en ce moment, quand on est tout près de Lyon, c'est ici, au CIRA, qui va réunir 230 000 visiteurs sur 140 000 mètres carrés, presque 5 000 exposants et des animations toute la journée pendant 5 jours. Donc je vous propose de vous embarquer, notamment bien sûr au Bocuse d'Or, à toutes ces qualifications et à la Coupe du Monde de pâtisserie, mais surtout aussi de voir les nouvelles tendances et tout ce qui va vraiment vous surprendre, ce que j'appelle moi des pépites. Donc je vous emmène dans ce salon à 100 à l'heure. Je suis venue voir Monsieur de Noroï et je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, donc j'écoute les explications et vous allez découvrir ce nouveau produit. Alors Noroï à la base, c'est le mariage de deux mots malgaches, Noro qui veut dire lumière et Roi qui veut dire lien. Nous, notre métier depuis 2019, on s'est lancé au CIRA en 2019, c'est de mettre en lumière des vanilles d'exception et des produits d'exception et de créer du lien entre les chefs et les planteurs. On travaille uniquement avec les chefs qui sont aussi clients de Valrhona, c'est Valrhona qui les distribue. Et aujourd'hui, donc, on s'est lancé dans un premier temps avec des gousses de Madagascar, puis de Tahiti, du Mexique. On a développé des gousses, des pâtes, des extraits. Et là, on vient de gagner le prix de l'innovation au CIRA, grâce à Tadoka. Donc Tadoka, c'est le mélange de deux mots également. Tada en malgache, qui veut dire la juste proportion, et Aoka en papou, qui veut dire facile. Vous êtes polyglotte, bravo. Exactement. Dans notre idée aujourd'hui, doser la vanille dans un laboratoire ou dans une cuisine, c'est pas toujours évident, alors que c'est l'ingrédient, un des ingrédients le plus cher de l'économa. Donc on s'est dit pourquoi pas inventer une dose de vanille prête à utiliser, qui permettrait aux chefs d'avoir la juste proportion dans leur préparation. Eh ben bravo, félicitations, Merci on est très beaucoup. fiers de vous avoir rencontré. Merci, c'est un plaisir. Bon salon, merci. On a trouvé une nouvelle pépite. Camille est là pour nous expliquer ce qu'elle fait et c'est quand même super intéressant. Donc, je m'appelle Camille, je suis la cofondatrice. Donc, j'ai créé ce produit quand j'étais ingénieure. J'ai regardé une pub de chocolat à la télé et je me suis dit on va faire des tablettes de légumes. Donc on a créé ce produit. C'est une aide culinaire 100% naturelle composée de deux ingrédients. L'ingrédient principal c'est un mélange de légumes, d'épices et d'aromates. Et le deuxième ingrédient c'est du beurre de cacao qui permet d'avoir une texture cassante et fondante. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de sel ajouté, pas de sucre ajouté, pas d'exhausteur de goût, il n'y a aucun additif. Et c'est très simple d'utilisation. On casse les carrés, soit on va les faire fondre dans un liquide chaud, ça peut être de l'eau, ça peut être de la crème pour faire une sauce, dans un plat mijoté, dans une poêle de légumes. Mais aussi, on peut aussi le râper comme un assaisonnement sur une tartine. En fait, l'idée c'est que c'est vraiment des concentrés de légumes ou de fruits qu'on va mettre dans ces plats pour apporter du goût très facilement et de manière naturelle. Oui, puis on se balade avec, c'est facile à transporter, ça s'abîme pas. Très facile à conserver au placard comme une tablette de chocolat. Donc voilà, très simple. Et c'est très goûteux. Et c'est très goûteux, c'est pour ça qu'on le croque pas comme ça. C'est vraiment concentré, le but c'est de sentir le goût des légumes ou des fruits quand c'est cuisiné dans un plat. Bah bravo, félicitations, Merci. on va utiliser ça tout de suite. Ouais, Merci à vous. merci beaucoup. Merci. Une nouvelle pépite pour le coup, avec tous les hommes en rose. Alors en tant que Lyonnais, je suis assez surprise parce que j'entends depuis que je suis enfant, tout est bon dans le cochon. Et là du coup c'est le contraire. Et voilà, là je crois que vous avez fait l'expérience avant qu'on commence l'interview, que désormais tout est bon sans le cochon, Voilà. comme on dit chez nous. Donc vous faites du bacon végétal, On fait du bacon végétal, qui a le goût du bacon. qui a le goût, la texture, l'odeur et le visuel du bacon de porc, mais simplement sans le D'accord. cochon. Alors quand on le voit frire, évidemment, il frétille comme du bacon habituel. Il faut surtout pas que je dise comme du vrai bacon, mais du bacon. Du bacon de porc. Voilà, de porc, exactement. Tout cela, on peut l'utiliser comme du bacon, c'est-à-dire dans un hamburger. On peut faire les pruneaux au bacon. Tout est pareil. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous déjà à la base, on est des amoureux de la viande, on aime le goût de la viande et je pense que ça se voit beaucoup dans notre produit, dans notre discours aussi. C'est pour ça qu'on a inventé à la base ce gras végétal qui permet de reproduire vraiment tout ce qu'on aime dans la viande animale, dans le bacon, qu'on produit dans les lardons également, sans l'animal dans l'équation. Et le gros avantage aussi de notre technologie, c'est que ça permet de soit passer au végétal, soit intégrer progressivement du végétal, soit quand on est restaurateur, élever le niveau de plaisir, de décadence, de gras, de jutosité des plats végétals d'une façon hyper simple. Parce qu'en fait, c'est exactement la même cuisson, les mêmes instructions, les mêmes recettes. Rien ne change, sauf c'est meilleur pour la santé. Quelle est la base? C'est meilleur pour la planète. Évidemment, c'est meilleur pour les cochons. Bah écoutez, je suis impressionnée, ça sent super bon et vous aviez raison. Dès que vous commencez à faire frire votre bacon, ça attire les gens. Le stand est plein. Ouais, exactement. Bravo, félicitations. On va continuer de vous suivre sur les réseaux et sur Avec grand Instagram. plaisir. Et félicitations. Merci beaucoup.
pépites qu'on a sélectionnées. Marine qui est là, qui est présente, qui a créé quelque chose d'incroyable, de la pâtisserie numérique. Donc expliquez-nous Marine, d'où est venue cette idée? Alors c'est très lié à mon histoire personnelle. En fait, je travaille dans l'impression 3D depuis 12 ans et j'ai monté une autre start-up dans l'impression 3D plastique métal que j'ai revendue. Je me suis dit mais moi je veux continuer, mettre mon expertise de l'impression 3D au service de ce que j'adore, qui est la pâtisserie. Du coup, la pâtisserie numérique est née. Alors comment ça se passe? Comment expliquez-nous concrètement comment ça marche? Alors sous le terme d'impression 3D, en fait, il y a plein de procédés différents. On imagine souvent un filament qui tombe comme ça et qui construit la pièce au fur et à mesure. Donc là, c'est le même principe, sauf que c'est une technologie à base de poudre. C'est-à-dire qu'on vient imprimer la pâte à gâteau au sein d'une poudre, une matrice alimentaire qui permet finalement de maintenir la pièce avant qu'elle soit cuite. Et ça permet de travailler sans additifs, des recettes de pâtisserie française classique et de pouvoir faire des formes qui seraient quand même difficiles à faire quand on travaille à la main. Et combien de temps est-ce qu'on prend, la machine prend pour faire ce genre de moule? Une petite pièce, c'est quelques minutes. Alors c'est pas des moules, c'est vraiment de la pâte sucrée, ça se mange directement. D'accord, voilà. Et là, cette pièce-là qui est plus pour une tarte à partager, vous voyez, donc il faut imaginer, vous allez mettre en dessous des fruits, des crèmes, etc. Le pâtissier termine le gâteau. Ça, on est plutôt sur 1 heure, mais on en fait plusieurs en même temps dans la machine. Et donc vos clients, ce sont des pâtissiers, je présume? Voilà, des pâtissiers, des hôtels-restaurants, des pâtisseries-boutiques. Il y a aussi des écoles qui veulent former leurs élèves à travailler aussi avec ces futures technologies. Donc il faut avoir cette machine en fait. Voilà, exactement. On loue cette machine. Eh bien super, eh ben, félicitations, c'est très impressionnant. Merci. Dis-moi un peu ce que c'est que ce stand là, parce qu'a priori on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on va vous présenter effectivement les produits d'Auvergne-Rhône-Alpes. On va rappeler que les saucisses aux herbes, c'est un produit qui a été, alors, des animaux qui ont été élevés, abattus, transformés en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a obtenu le label, mais qui fait partie de la marque Ma Région, c'est terroir. Est-ce que tu connais, Anne, Ma Région, c'est terroir? Je découvre. Ma Région, c'est terroir, c'est une marque qui a été lancée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, en accord bien sûr avec les filières agricoles et agroalimentaires, qui sont partie prenante, et qui est maintenant distribuée chez des commerçants. Voilà. Donc maintenant, tu demandes absolument la marque Ma Région, c'est terroir. Noté, noté. Et là, on accompagne donc ces petites crêpes, ces petites saucisses de la Maison Gast par des crêpes bonassiennes, donc qui viennent de la maman de Monsieur Georges Blanc. eh ben très bien. Georges Blanc qu'on est allé voir il n'y a pas longtemps. Voilà. Eh ben bravo les gars. Honneur. C'est très bon, j'apprécie. Alors qu'on n'a pas vu se passer cette année, des fois il vient de faire un petit tour. Bah, bientôt, bientôt. On le verra peut-être lundi. Merci pour votre accueil. Merci Anne de cette petite visite. Une pépite qui est grande en superficie puisqu'on est dans le tout nouveau stand de l'Arabie Saoudite et Abdallah va nous répondre parce qu'on nous a présenté des produits. Alors qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est un plat très sollicité qui vient d'Arabie Saoudite, du sud d'Arabie Saoudite. C'est que des légumes, c'est un carreau de légumes en fait. C'est une grosse crêpe de légumes en fait. Exactement. Que vous faites cuire. Combien de temps ça se fait cuire? Ça prend 5 minutes. 5 minutes. Et toutes sortes de légumes Ouais. verts, je vois des petits pois, des choses comme ça. Avec les oignons en fait. Parfait. Donc c'est la première fois que vous êtes là pour présenter l'Arabie Saoudite. Comment ça se passe? Vous avez beaucoup de visiteurs? Oui, exactement. On a beaucoup de visiteurs français et beaucoup de Français en fait d'origine maghrébine qui sont intéressés aussi par nous. Ouais, parce qu'en fait, ils veulent voir. Vous avez un immense stand. Et là, le monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de préparer? C'est ça, il est en train de préparer les. En fait, là, il prépare les légumes pour le mettre après au crêpe. Dans la crêpe. Eh ben super. Eh ben welcome. On est ravis. Voilà. Et donc tous les gens peuvent déguster tous ces produits qui viennent d'Arabie Saoudite. Ben, génial. Merci, Chokran. Chokran. Merci. On est dans les coulisses d'un moment extrêmement important pour tous les pâtissiers du monde entier, la crème de la crème. Ici, c'est le début de la Coupe du Monde de pâtisserie. Tous ces chefs pâtissiers sont en train de préparer une recette qui va être ensuite goûtée par des chefs du monde entier. Dans ces chefs, évidemment, vous connaissez Pierre Hermé et puis Cédric Grolet. Donc, je vous invite à vous approcher au plus près de ces chefs qui nous font des sculptures en chocolat qui sont assez impressionnantes, colorées. Vous allez pouvoir voir qu'il n'y a pas l'air
d'avoir de stress. On aperçoit les candidats pour les Philippines. On a aussi des Japonais, toutes sortes de chefs. Rapprochez-vous. Alors, les chefs goûtent, bien sûr. Le jury est présent. Nous avons des gens de nombreux pays, notamment bien sûr l'Angleterre, la France, la Corée. Alors là, c'est les coulisses, ce sont les coulisses des compétitions des Bocuse d'Or. Je crois bien, si je me souviens bien, que c'est à partir de 1987 que Paul Bocuse a réfléchi à créer une sorte de compétition pour montrer que les chefs étaient capables de se surpasser. Donc on est là dans l'antre de cet événement, c'est le début des Bocuse d'Or. Vous savez qu'il y a 24 brigades qui vont être en compétition de tous les pays et 24 chefs qui vont participer à ce jury. Ils ont plusieurs compétitions qu'il faut qu'ils assurent et la première notamment, ça parle de nutrition pour les enfants et on se rend compte qu'il faut de la nourriture très équilibrée pour nos petits et donc ils ont une compétition qui est de réaliser un plat autour de la courge pour qu'il soit équilibré avec un œuf par portion. Donc là, ils sont au boulot. On va tout à l'heure s'approcher d'eux, leur poser plein de questions. On y va. C'est un ambassadeur de la gastronomie lyonnaise qui va nous embarquer sur ces stands pour découvrir ce que sont en train de faire les chefs en compétition pour ces Bocuse d'Or, à savoir qu'ils ont donc l'épreuve du plateau avec de la lotte. Ils ont 2 lottes à dispo. Ils vont les cuisiner avec des Saint-Jacques. Ils ont 2 plats. Ils ont 5 heures. Voilà, 5 heures. Et puis là, le premier candidat est le candidat norvégien, c'est le numéro 1. Donc il a commencé depuis 1h39. Donc là, il travaille toutes ces petites garnitures. Alors, garniture uniquement végétale. Uniquement végétale. D'accord. Et tout est minutieux. Donc là, on est sur un candidat qui est très très précis. Avec un stand qui a l'organisation parfaite. On sent que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience pour ce concours. Alors, ce qu'on disait, Guy, je te coupe, mais on dit que finalement les pays nordiques sont très bons en compétition, ils sont très coachés, très organisés, ils ont un mental d'acier, et que c'est pour ça que souvent ils gagnent, parce qu'ils sont très forts dans la durée. C'est-à-dire qu'ils sont très, très rigoureux et surtout ils ont une organisation parfaite. Ouais. Ils s'entraînent depuis longtemps ensemble. Les équipes sont constituées avec un commis, un candidat et un coach. Et ils ont un commis d'école hôtelière. Et ces gens-là travaillent en équipe et surtout de 2 ans en 2 ans, on revoit un petit peu les mêmes équipes. Oui, parce que souvent ils ont été commis et puis ensuite ils passent le concours. Voilà. Ce qui est le cas de Naïs Pirolet. Non, elle aurait voulu être commis, elle était trop âgée. Elle était déjà elle a 25 ans. Comme aide pendant toute la préparation du concours. Donc elle a l'expérience du concours et elle a déjà fait aussi le Bocuse d'Or Europe, Bocuse d'Or France, Bocuse d'Or Europe. Donc, elle a été nommée à Reims là en voilà, 3e épreuve pour arriver à la finale. Et là du coup c'est la seule femme et la plus jeune. Voilà, c'est la seule femme. La seule femme sur 24 chefs en compétition. Donc le coach, est-ce que c'est la personne qui se trouve là? Voilà, le coach est devant. Il n'a pas le droit de toucher à aucun élément. Mais il parle. Il coach, il parle et surtout il a un timer qui donne chaque précision de tout ce qu'il a à faire. Donc ils ont un temps imparti pour tout faire. Ambiance totalement différente là. On est sur du minimalisme, du détail incroyable. Ils n'ont pas intérêt à trembler. Hein. Voilà, on est sur une équipe qui a un peu moins d'expérience du concours, l'équipe chinoise, et on voit que là, vraiment, on essaie de faire ressortir toute la finesse du pays. En fait, dans chaque thème, le candidat doit respecter un petit peu les origines de son pays, les produits. Donc on voit que là, on est sur un travail tout à fait différent par rapport aux pays scandinaves. Oui. Donc on est d'accord, toujours la lotte et les légumes travaillés d'une manière particulière. Voilà. La courge, ils l'ont déjà réalisée. Alors ils peuvent mélanger les deux. Après, il y a beaucoup de préparation de base. Donc là, par exemple, cette garniture qu'il a préfère va certainement aller sur le premier plat, le plat pour les enfants.
mais c'est une préparation qui est déjà, va être terminée, qu'il n'aura plus qu'à poser au dernier moment. C'est ça. Ok. Et ils ont une véritable cuisine, le four, tout le matériel, tout est nettoyé régulièrement. C'est vrai que là, on sent qu'ils sont organisés, ils ont dû répéter plusieurs fois, de toute façon. Le stand est constitué par G.L. Evans, qui fait un stand, tout le monde a exactement la même chose, avec la même superficie, les mêmes rayons, les mêmes fours, et ils n'ont pas le droit d'amener des choses en plus sur le gros matériel, ils ont le droit juste d'amener des petits matériels, style une friteuse ou une chose comme ça. Passionnant. Merci Guy de nous embarquer, j'adore. Alors, sur le troisième candidat qui est la Belgique, qui lui a commencé depuis un peu moins longtemps, donc il y a moins de préparation de fête. Et là, on voit que si qu'ils font des préparations très minutieuses, là ils sont après faire une petite garniture avec des petites produits séchés. Et comment qui va venir. Ils ont commencé il y a moins longtemps, ça veut dire qu'ils sont arrivés. Le premier candidat a commencé à 8h. À 8h et c'est de 13 minutes en 13 minutes pour l'envoi des plats par la suite. Et là, ils préparent toute leur préparation de base qui va servir pour le montage. Le coach qui est en face. Voilà, le coach. Voilà, ça, il a aussi la même organisation. Ce sont les meilleurs, même organisation. Allez, on continue. Alors, dans les favoris, on a surtout parlé de la Norvège, de la Hongrie et du Danemark. Alors là, on avait sur le Maroc qui va représenter le Maghreb. Ça, c'est très intéressant parce que le Maroc est un pays où il y a une très grande culture de cuisine. Et souvent, le candidat marocain fait des choses très différentes. Mais souvent, quand on arrive ici, ça sent bon, ça sent les épices. Et il y a des fois certaines cuisines où ça sent pas grand-chose. Mais le Maroc, c'est toujours de la cuisine. C'est cuisiné. On sent qu'ils sont amoureux de ce qu'ils font et de leur pays. Là, on a un pays qui représente l'Amérique du Sud, le Chili. Donc, le Chili, ils ont une cuisine qui est des fois un petit peu rustre par rapport au concours. Mais c'est toujours bien cuisiné. C'est toujours très bon et ils respectent beaucoup leur pays en fait. C'est ça, c'est un peu aussi la Pachamama, hein, un peu comme au Pérou. Et là, on est en train de préparer la lotte. Là, il prépare sa lotte. Il est obligé de la laisser un petit peu entière, mais il va préparer le filet pour qu'il soit le maximum net et en faisant le moins de parures possible. Et du coup, un plat pour 15 personnes, ça veut dire qu'il va le présenter donc sur un plateau. Voilà, il est présenté visuellement devant les chefs qui regardent et qui notent certainement l'aspect visuel. Et ensuite, ils goûtent. Les chefs vont goûter. Le candidat donc, va présenter sur le plateau. Ensuite, le plateau va être présenté au jury. Et après, il va aller sur une table de découpe. Le candidat, lui, va découper sa lotte pour en faire une présentation à l'assiette avec ses garnitures. Et il va mettre sa sauce également à ce moment-là. Et le jury va noter avec beaucoup de paramètres différents le plat avec tous les critères, notamment le plus important, le goût, la présentation et aussi la culture du pays. Toi, tu as déjà été jury Non, moi je m'occupe toujours de l'organisation. Organisation. Voilà. Et alors, quand on est membre du jury, à ton avis, comment on fait pour arriver à goûter et avoir, on boit de l'eau entre chaque bouchée, comment on arrive à être toujours impressionné et puis un bon juge en fait? La grosse difficulté, c'est qu'il arrive un plat toutes les 13 minutes et qu'on n'a pas vraiment le temps de se ressaisir entre deux. Et ce que je constate en posant les plats devant eux, c'est que souvent il y a des juges qui arrivent à noter très très vite parce que ils n'ont pas le temps. Dès la première impression, il faut noter. Donc s'il y a un tout petit peu d'acidité ou un tout petit truc, la note est... L'aspect visuel donc, est très important parce qu'elle va être donnée au juge déjà la première impression et après il va peut-être se concentrer un petit peu plus sur un plat qui a une présentation parfaite. Bon, on souhaite bonne chance à tous ces candidats. Tu as une préférence? Non, il ne faut pas le dire. Non. J'ai un autre chef qui va nous faire un petit tour. Il s'appelle Philippe Girardon. Il est juste au sud de Lyon. Dites-nous qui vous êtes et on s'avance et vous nous expliquez que sont en train de faire ces chefs. Philippe Girardon, le propriétaire et chef de cuisine du domaine et du cottage de Clairefontaine à Chonas-Lambalon, petit village qui est situé à 10 km au sud de Vienne, sur la rive gauche du Rhône, en face des prestigieux vignobles de Côte-Rôtie et Condrieu. Yes. Voilà. La région, on est tout proche. Alors je veux bien que vous nous emmeniez et que vous nous expliquiez les subtilités de la compétition des chefs. Donc là, on passe devant le Sri Lanka. Oui. C'est pas dans
les favoris pour l'instant. Non, c'est un nouveau pays arrivant. Ils ont beaucoup de mérite d'être là quand on connaît un petit peu le niveau de vie moyen, le PIB du pays. Mais on les a accueillis ce matin. Mon rôle, moi, c'est le contrôle. Contrôle marchandises, contrôle matériel, et également à la fin du concours, tout à l'heure, de contrôler le tir sélectif, le matériel. Quand je les ai accueillis ce matin, cette demoiselle qui est en train de devant nous, j'ai senti ses yeux pétiller, et quand il y a eu le top départ tout à l'heure, on aurait dit à la fois Verstappen et Hamilton qui démarraient ensemble sur la première ligne du Grand Prix de Formule 1. Elle a une motivation, cette petite là, qui est formidable. Là, elle n'a pas le temps de nous regarder, mais elle a un sourire magnifique. Et quand on sait d'où ils viennent, avec les moyens qu'ils ont, il n'y a pas photo par rapport à la grosse team qui est derrière, Norvège, où ce matin c'est arrivé, c'était l'Armada. Quand est-ce que les chefs vont s'installer, le jury? Il y a plus ça alors, mais regardez, ce que j'ai tous les yeux. Allez, ici. Comme ça, on va surveiller l'arrivée des chefs. À 12,58, le premier, ça c'est la journée d'aujourd'hui. 12,55, voilà. Et son plat à 13,30. D'accord, donc voilà. C'est très minuté, très organisé. Là, il y a 2 huissiers de justice, hein. On est à la seconde. Hein. Bravo. C'est sérieux. Hein. C'est comme une finale de meuf au niveau de la pression. Sauf que là, c'est plus un show cooking. Une finale de meuf, il y a un thème imposé pour tout le monde, de même. Là, ils ont leur pâte personnelle. C'est ce qui est intéressant, parce qu'on retrouve 24 cuisines différentes. Bon, écoutez, je rêverais de goûter tout cela. Merci de nous avoir accompagnés et donné toutes ces explications. Et on va bientôt aller vous voir. J'ai capté Christophe Rohr qui était dans le coin, qui vient de me dire qu'il s'est couché à 2 h du matin, qui doit être là très très tôt. Donc, je voulais avoir un peu ses impressions. Donc, Christophe, dites-nous tout, chef. Déjà, c'est toujours une fierté d'être là au milieu du concours. Il faut voir que c'est quand même le plus grand concours au monde. Et on voit les meilleurs ouvriers qu'il y a dans le monde. Les meilleures techniques aussi à la fois, et toujours on va pouvoir remarquer, là j'ai fait un tour, que les Scandinaves seront au rendez-vous. Il y en a aujourd'hui et il y en aura encore demain, et bien sûr là, on espère que la France sera là. On a Naïs Pirolet, une femme, alors j'assiste, la seule femme. Il y a des femmes combies. Et puis on voit tout le temps ce concours se renouveler et évoluer, et traiter les sujets importants dans le monde et pour la planète. Donc ça c'est quand même fabuleux. Ravi de vous avoir rencontré, et c'est vrai que j'ai le plaisir de retrouver ici des chefs que j'ai interviewés. Il faudra que vous alliez voir toutes les vidéos. Merci, et puis bonne compétition Paul Bocuse. Et puis c'est vraiment une grand-messe aussi pour vous tous. Oui. Congratulez-vous pour retrouver. Exactement. Et on voit des amis qu'on n'a pas vus des fois depuis 20 ans. Ça c'est un rendez-vous incroyable. Paul Bocuse avait une bien bonne idée en 1987 quand il avait commencé à Gamberger sur cette compétition. Et moi je commençais juste la cuisine. Écoutez, donc c'est vraiment magnifique. Bravo à vous tous les chefs, et merci. D'avoir pris quelques minutes pour nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai souhaité vous emmener dans les coulisses de ce CIRA, ce salon dédié à l'hôtellerie et la restauration qui est mondialement connu. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette découverte vous a plu, et continuez de liker, de commenter, ça me fait très plaisir, et à bientôt.